Bienvenue à Conversation sur KMNews 24, Madame, Monsieur, au menu de ce programme. Un seul sujet, Hissène Habré, l'ex-chef d'État tchadien a été condamné à vie à Dakar au Sénégal pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et viol. Et du coup, comme à son habitude sur le continent, les langues se délient, les débats vont bon train sur la pertinence, la nécessité, l'intérêt et surtout les enseignements de cette condamnation que beaucoup veulent sans précédent et surtout historique sur le continent africain. Un chef d'État africain condamné sur le continent africain, bien évidemment. Et pour décrypter tout cela, ce procès qui se veut historique pour la plupart, comme nous l'avons indiqué, nous recevons sur ce plateau Maître Désiré Sikati. Il est avocat au barreau du Cameroun. Il est surtout notre invité. Bienvenue. Bonjour Justin, bonjour à tous ceux qui regardent votre programme. Il convient de préciser que vous êtes aussi agent de joueur FIFA agréé, licencié, voilà. Vous êtes aussi conseiller en propriété intellectuelle agréé par l'OAPI, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. C'est bien cela? Tout à fait. Alors, Maître Désiré Sikati, l'ex-chef d'État tchadien Hissène Habré vient d'être condamné à perpétuité pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, des crimes qui relèvent du droit international. Alors, est-ce que vous souscrivez à l'idée selon laquelle il s'agit d'un procès historique, comme la plupart, comme beaucoup? Disons, ça peut être un procès historique à partir du moment où, par le passé, on n'a pas connu un autre procès où un ancien chef d'État africain a été condamné, notamment en Afrique. C'est sur ce plan-là, c'est un procès historique parce que on sait quand même que M. Hissène Habré fut président du Tchad et qu'il a géré ce pays, il a administré ce pays d'une main de fer. Il n'a pas hésité à faire recours à des actes de violence pour asseoir son autorité. Donc à partir du moment où vous avez quand même entre 1982 et 1990 près de 40 000 personnes qui ont été victimes de la dictature de Hissène Habré, je pense que le fait qu'il soit condamné ne peut apparaître que comme un procès historique. Mais maintenant, il faut se garder aussi d'être triomphaliste, tout simplement parce que le caractère historique de ce procès ne devrait pas se limiter au seul fait qu'il a existé. Il faudrait également voir si ce procès n'est qu'un précédent qui va entraîner, qui pourra entraîner d'autres procès, parce que nous savons très bien que l'Afrique regorge malheureusement de nombreux dictateurs qui sont prêts à sacrifier les intérêts de leur peuple pour se maintenir au pouvoir. Alors, est-ce que justement la condamnation d'Hissène Habré marque l'affirmation vers un processus notamment de souveraineté africaine sur le plan de la justice? Parce qu'on sait très bien que la question se pose avec acuité, notamment le bras de fer entre la CPI et l'Union africaine. Est-ce qu'il s'agit là d'un premier pas vers cette affirmation de la souveraineté africaine, notamment sur le plan de la justice? Mais je pense que la question ne devrait même pas se poser en termes de souveraineté à partir du moment où les États africains sont des États indépendants. Qui dit indépendance dit forcément souveraineté. Formellement. Et voilà, formellement, et pouvoir de mettre sur pied un système judiciaire national pour juger les affaires qui concernent les populations. Donc je pense tout simplement que les Africains, certains États africains ont décidé librement d'adhérer à la charte de création de la CPI. Ils n'étaient pas obligés. Ils ont également la possibilité de se retirer de la CPI. Si les États africains se retirent de la CPI, la conséquence est qu'ils vont forcément, la CPI sera plus habilitée à juger les affaires qui concernent leurs ressortissants. Ça va de soi. Mais il ne faudrait pas oublier une chose. Le seul fait que le procès Hissène Habré ait existé, que Hissène Habré ait été condamné, ne peut pas nous amener à dire que forcément demain, l'impunité est finie en Afrique. Demain, bon, il y a une indépendance des États africains. Au moins un signal? Oui, ça peut être un signal, mais je voudrais bien que ce soit un signal fort. Sauf que pour que ce soit un signal fort, il faut qu'il y ait plusieurs cas, plusieurs procès comme celui-là, c'est-à-dire qu'il y ait plusieurs chefs d'État africains qui sont retrouvés par le passé dans le même cas de figure que M. Hissène Habré, et qui soit poursuivi. Bon, à partir de ce moment, on ne pourra pas. Parce que quand on parle de souveraineté, il faudrait également que les victimes se retrouvent dans cette souveraineté-là. Si vous voulez parler d'une souveraineté qui va profiter qu'à certains dirigeants dictateurs, bon, je ne suis pas sûr que le citoyen qui a été victime puisse s'identifier dans ce genre de souveraineté. Donc pour moi, on ne parlera de véritable souveraineté que s'il y a un vrai système judiciaire qui est mis sur pied sur le plan africain, je veux dire un système qui est coordonné par l'Union africaine pour faire en sorte que l'impunité cesse sur le plan national. Du moins l'impunité qui est orchestrée par les dirigeants, notamment les chefs d'État et tout leur entourage.
Alors, quel est l'élément ou les éléments qui auront, de votre point de vue, servi de catalyseur à l'organisation de ce procès? Est-ce que la mise sur pied de la Chambre africaine extraordinaire, entérinée par les chefs d'État en 2006 à Banjul, en Gambie, vous parle-t-elle? Et déjà, il faudrait comprendre une chose. Hissène Habré n'est pas le seul chef d'État africain, que ce soit les passés chefs d'État ou bien les chefs d'État en exercice. Ce n'est pas le seul qui a causé des exactions sur les vies des peuples africains. On en a beaucoup de dictateurs dont certains sont en exercice. Quand vous prenez quelqu'un comme Nkurunziza aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a, il y a plein de charniers qui ont été découverts dans son pays, mais vous avez quand même l'impression qu'on On n'a quand même pas pu établir clairement que c'est non. Disons que l'Union africaine ne veut pas prendre les mesures qui s'imposent pour mener des enquêtes indépendantes. Oui, c'est un chef d'État en exercice, mais je voudrais dire tout simplement que si on veut une véritable impunité, parce qu'en réalité, le commentaire que les gens voudraient faire, c'est est-ce que le procès Hissène Habré pourrait servir d'exemple pour l'avenir? Voilà, moi je voudrais bien que ça serve d'exemple pour l'avenir, mais pour servir d'exemple pour l'avenir, il ne faudrait pas que les poursuites se limitent à des chefs d'État, des anciens chefs d'État qui sont plus au pouvoir et qui sont totalement désemparés, qui sont coupés de tout le réseau des relations dont ils peuvent bénéficier quand ils sont au pouvoir. Il faudrait faire en sorte qu'on ait une véritable justice africaine, pénale africaine, qui est indépendante et qui peut engager les poursuites au même titre que la CPI. Ça veut tout simplement dire engager des poursuites, même contre les chefs d'État en exercice. Parce que quand moi, je constate qu'un chef d'État comme M. Nkurunziza, il est au pouvoir et qu'il est prêt à tout, à sacrifier les vies de son peuple, du moins une partie de son peuple, la partie qui ne le soutient pas pour se maintenir au pouvoir. Quand je vois par exemple que M. Sassou Nguesso peut envoyer des hélicoptères tirer sur les populations de la région du Pôle-Congo, quand je vois les massacres de Dieu en Côte d'Ivoire, je voudrais bien m'interroger s'il n'est pas nécessaire, que si le plus important n'est pas d'engager des poursuites contre les chefs d'État en exercice, parce que figurez-vous que c'est ces chefs d'État-là qui causent le plus de tort aux Africains. Voilà. Alors, Maître Désiré Sikati, est-ce qu'on ne peut pas estimer qu'il faut bien commencer quelque part? Il y a cela 25 ans, on ne pouvait pas penser juger un président qui n'est pas en exercice. Aujourd'hui, l'idée germe déjà. Est-ce que ce n'est pas quelque chose à apprécier déjà à ce niveau et pourquoi pas aller par palier? Est-ce que ce n'est pas un acquis? Je veux dire, c'est quand même... C'est certainement un acquis parce que c'est les Africains qui en ont décidé. Ça, c'est un acquis. On ne peut pas le contester. Il y a une décision qui a déjà été rendue qui va faire jurisprudence. Le problème, c'est qu'est-ce qui va se passer après. Voilà. À partir du moment où les chambres extraordinaires qui ont été créées par l'Union africaine, c'est même pas des juridictions parce que c'était des chambres qui sont en réalité affiliées à la justice sénégalaise pour juger Hissène Habré. Donc en réalité, il ne s'agit pas d'une justice pénale permanente en Afrique. Elle est juste ponctuelle. Oui, mais c'est une justice. Ça concerne seulement l'affaire Hissène Habré. Donc ça veut tout simplement dire que la mission de ces chambres-là s'arrête une fois que la décision est rendue dans le cas de M. Hissène Habré. Parce que voyez-vous, les chambres sont créées pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a un souci pour les dirigeants de l'Union africaine, les chefs d'État africains, de ne pas se laisser ridiculiser par la Belgique qui, à un certain moment, au vu de ce que les victimes des exactions de M. Hissène Habré avaient déposé des plaintes, et en Belgique et au Sénégal, la terre d'exil de Hissène Habré, eh bien, la Belgique, au nom de la compétence universelle, avait réclamé l'extradition de Hissène Habré. Voilà, donc, bon, certains chefs d'État africains se sont dit, mais si on commence avec Hissène Habré, il est possible que demain, ça concerne les autres chefs d'État. Donc, ils ont trouvé, en réalité, pour moi, il est question, juste pour ces chefs d'État-là, de faire comprendre à l'Occident notamment, nous sommes capables. Oui, nous sommes capables de diriger. Mais maintenant, si les poursuites doivent se limiter à Hissène Habré, bon, la finalité, c'est quoi? C'est qu'on a comme l'impression qu'il s'agit d'une action qui a été engagée juste pour tromper la vigilance. Symbolique. Non, disons c'est une action de couverture parce que les chefs d'État africains, en réalité, en faisant croire à l'Occident qu'ils peuvent juger leur père, ils ne vont pas juger ceux qui auront encore les relations, ceux qui auront un vrai réseau de protection. Et aujourd'hui, tous ces chefs d'État que j'ai cités tantôt, que ce soit Sassou Nguesso, que ce soit Nkurunziza, que ce soit Ouattara, vous verrez très bien qu'il y a des rapports qui ont été dressés par des organisations non gouvernementales qui ont pignon sur eux et qui ont de l'autorité sur le plan international, des rapports qui ont été dressés avec des preuves à l'appui, qui établissent que, bon, il y a des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, des cas de viol, de torture généralisés. Voilà, il n'y a rien qui est fait. Donc pour moi, poursuivre, moi je pense plutôt que ce procès Hissène Habré est une façon politique
pour les dirigeants de l'Union africaine. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, nombre de ces dirigeants-là sont toujours des dictateurs. Eh bien, il est question de faire comprendre à l'Occident que, bon, les Africains qui seraient poursuivis dans le cadre des crimes pénaux internationaux peuvent être poursuivis en Afrique. Mais nous savons très bien que ces poursuites-là, il y a de fortes chances que ça ne concerne pas tous les chefs d'État. On aura donc compris, la Chambre africaine extraordinaire est appelée à mourir parce que Taï à la mesure du Sénabré. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de faire pour rendre cette Chambre-là pérenne, pour que le travail abattu puisse finalement faire cas d'école? Parce que si la Chambre a été taillée à la mesure du Sénabré, finalement, ça vide de tout ce procès véritablement de sa substance. C'est justement ce que j'étais en train de dire. Pour moi, il s'agit juste d'empêcher que d'autres cas de figure, comme l'affaire Al-Béchir, ou bien l'affaire qui concerne qui a concerné le président kenyan et son vice-président, que ce genre-là, que ça se répète à nouveau. En fait, donc, si l'Afrique fait croire à l'Occident que bon, ces dirigeants qui sont impliqués dans des cas de crimes, dans des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre peuvent être jugés ici chez nous, eh bien la conséquence c'est que l'Occident va arrêter de mettre la pression pour que les dirigeants africains soient extradés ou bien qu'ils viennent comparaître devant la Cour pénale internationale. Et l'autre conséquence encore, c'est que ces dirigeants-là, en même temps, ils ne seront pas poursuivis ici. Voilà, donc pour moi, le procès Hissène Habré, pour moi, c'est tout juste une poudre aux yeux. Tout simplement pourquoi? Parce que quand vous prenez le président Idriss Déby, oui, à l'époque... On va en parler, 82, 90, il était chez l'état-major. Voilà. On va y revenir. Alors, quel est donc le message que la condamnation d'Hissène Habré peut véhiculer à l'endroit des chefs d'État au pouvoir, que l'on reconnaît avec beaucoup de casseroles? Vous avez énuméré certains chefs d'État qui sont au pouvoir, qui détiennent beaucoup de casseroles. Quel est le message que la condamnation d'Hissène Habré pourrait vouloir leur délivrer? Disons tout simplement que la leçon, c'est qu'il n'y aurait pas d'impunité. Ça veut tout simplement dire que même les chefs d'État, oui, théoriquement, c'est la leçon, il n'y aurait pas d'impunité. Mais seulement... Au-delà de là. Oui, au-delà il n'y aura pas d'impunité peut-être après l'exercice du mandat. Mais ces chefs d'État qui sont là aujourd'hui, c'est eux qui ont décidé de faire poursuivre Hissène Habré. Vous comprenez? Mais il y a cela 2010 ans aujourd'hui, 2006? Oui, mais 2006, mais la plupart sont toujours là. Oui. Mais la plupart sont toujours là. Quand vous prenez le président Biya, il est toujours là, Obiang Guema, il est toujours là, Sassou Nguesso, Idriss Déby, Pierre Nkurunziza, tout ce monde, ils sont toujours là. Oui, non. De tout devinant, la plupart, ils sont toujours là. Oui. Voilà, donc je ne pense pas que ça va changer grand-chose. Si l'Afrique veut vraiment être crédible, avoir une justice internationale, pénale, crédible, et respectée par les Occidentaux, respectée par tous les pays qui sont membres, ou bien les organisations qui sont membres à la Cour pénale internationale, oui. Eh bien, il va falloir créer au niveau de l'Union africaine une Cour pénale internationale. Vous comprenez? Une Cour africaine pénale internationale. Et que cette Cour soit dévolue des mêmes compétences que la Cour pénale internationale, ça veut tout simplement dire que même les chefs d'État africains soient susceptibles en exercice. Parce que, du moins, sur le plan théorique, c'est prévu dans les statuts de Rome. C'est prévu que même les chefs d'État, la qualité des personnes n'est pas importante pour les poursuites. Beaucoup de pays n'ont pas ratifié la Charte de Rome. Oui, beaucoup de pays n'ont pas ratifié, mais du moins, il y en a aussi plein. La plupart des pays ont ratifié le statut de Rome. Donc, maintenant, si les Africains veulent vraiment, parce qu'on ne peut pas se limiter à une chambre extraordinaire qui a été affiliée à la justice nationale d'un pays, voilà, pour dire que, bon, désormais, l'Afrique a une justice pénale africaine. Moi, je pense qu'il faut vraiment, si les chefs d'État africains veulent démontrer leur sérieux, il va falloir créer une véritable cour pénale africaine. Alors, je m'en vais vous poser une autre question. Comment appréciez-vous l'absence de la diplomatie africaine, notamment lors des procès? On sait quand même que c'est au terme de 6 mois de procès qu'Hissène Habré a été condamné. On n'a pas vu un mouvement de la diplomatie africaine, notamment lors des procès, seulement la Mauritanie avec un ambassadeur qui prenait les notes. Est-ce que cela peut exprimer le volte-face finalement des chefs d'État africains qui peut-être se sont dit avoir été bernés pour avoir accepté en 2006 en Gambie, notamment, que l'on mette sur pied cette chambre-là? Pourquoi 10 ans plus tard, il n'y a plus cet engouement nourri par ces chefs d'État à Banjul en 2006? Dès le départ, il n'y a pas. L'engouement, ce n'était pas de faire poursuivre Hissène Habré. L'engouement, c'était de réussir à retirer le procès Hissène Habré entre les mains de la Belgique. C'était ça le défi. Ça veut tout simplement dire que si la Belgique ne s'était pas intéressée au procès Hissène Habré, il n'y aurait jamais eu de procès en Afrique. Parce que les Africains se sont rendus compte, du moins les dirigeants africains qui
sont impliqués dans les actes de dictature, ils se sont rendus compte que si jamais Hissène Habré est jugé en Belgique, ça voudrait dire que demain, un autre chef d'État pourrait être jugé. Et à ce moment, il ne pourrait plus remettre la compétence des tribunaux belges en cause, tout simplement parce qu'ils auraient déjà accepté un précédent. Donc quand vous me parlez de l'absence de motivation des chancelleries africaines pour la couverture de ce procès-là, moi je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris tout simplement parce que ça ne peut s'expliquer que par une seule raison. Les dirigeants africains qui ont donné leur onction à la création de ces chambres extraordinaires-là l'ont fait tout simplement pour empêcher que Hissène Habré soit poursuivi en Belgique. Ils l'ont fait tout simplement pour faire croire à la communauté occidentale que l'Afrique désormais pouvait juger ses dirigeants sur le continent africain. Et en même temps, il s'agissait d'une entourloupette à partir du moment où, une fois que les Européens, peut-être, auront laissé, sur le plan politique, la charge aux Africains de tenir les procès concernant leurs dirigeants qui ont été auteurs des exactions sur les vies de leur peuple, eh bien, il y aura une justice sélective. Ça veut tout simplement dire que certains chefs d'État, selon qu'ils ont un bon réseau de relations en Afrique, ne seront pas poursuivis. Voilà, bon, de temps en temps, peut-être, on va essayer de choisir quelques chefs d'État isolés qui n'ont pas voulu, par le passé, s'impliquer dans la dynamique, voilà, dans la dynamique de quelques chefs d'État africains. Et c'est ceux-là qu'on va livrer de temps en temps pour faire croire à la communauté internationale qu'il y a une justice pénale en Afrique. Mais nous savons tous que si Hissène Habré avait encore été au pouvoir, il aurait été difficile pour lui qu'il soit jugé. Voilà, donc maintenant, si on veut une véritable justice équitable, je pense qu'il ne faut pas penser à ne poursuivre que les anciens chefs d'État. Conversation sur CamNews 24, le programme décrypte l'affaire Hissène Habré, l'ex-chef d'État tchadien au pouvoir entre 1982 et 1990 a été reconnu coupable de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et de viols également. Alors, une préoccupation aussi, Maître Désiré Sikati, je reprécise que vous êtes avocat au barreau du Cameroun. Est-ce que le procès en lui-même n'a pas juste servi pour beaucoup plus rendre hommage aux victimes? Parce que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas établi avec précision les exactions reprochées à Hissène Habré avec, par exemple, la clarté et la précision d'une équation mathématique. Non, ben disons tout qu'en matière de procédure pénale, tout n'est pas que mathématique. Voilà, donc il y a les logiques de preuve qu'on administre en matière pénale, et notamment les témoignages, notamment les corps des victimes. En ce qui concerne Hissène Habré, je pense qu'il y a eu des victimes qui ont été recensées, au moins 4000 victimes qui ont été identifiées. Ça veut dire que ce sont des corps qui ont été constatés et dont les proches ont reconnu l'identité. Vous voyez, donc, et ça c'est 4000 corps identifiés, 4000 personnes identifiées sur près de 40 000 victimes. Voilà, alors à côté de ça, il y a des témoignages, il y a des gens qui ont vécu les exactions, il y a des anciens membres de la garde sécuritaire et de la police, l'armée de Hissène Habré. Il peut aussi avoir des règlements de compte, maître. Oui, bon, très bien. Disons que le rôle de la justice, c'est de faire la part des choses entre toutes ces choses-là aussi. Ça veut tout simplement dire que s'il y a des gens qui viennent avec le sentiment de règlement de compte, le rôle de la justice, c'est de pouvoir discriminer entre ce qui est bon témoignage et ce qui est règlement de compte. Voilà, donc je pense quand même qu'il est difficile de monter des centaines de témoins, voilà, pour aller déposer contre Hissène Habré. Et vous savez très bien que Hissène Habré a aussi décidé de passer ce procès sous mutisme. Il n'a pas parlé du tout. Sa ligne de défense, en fait. Voilà, donc un peu comme si il savait que les carottes étaient cuites. Il était jeté. Voilà, voilà. Donc je ne pense pas qu'il y ait des doutes sur la matérialité des faits qu'il lui... Vous pensez que le fait qu'il ait choisi d'adopter pour lui, le mutisme ce fait-là le condamne directement, exprime qu'il reconnaît? Non. Non, je pense que Hissène Habré, s'il avait rien à se reprocher, il aurait adopté une attitude totalement autre dès le départ. Parce que quand il va se réfugier au Sénégal, c'est parce qu'il sait qu'à un certain moment, bon, le Sénégal, il a beaucoup de relations, il a de l'argent, il peut acheter le silence des Sénégalais. Voilà. Donc, s'il avait été quelqu'un qui n'avait rien à se reprocher, Hissène Habré aurait pu voyager, par exemple, en Occident. Quand je vois, par exemple, le président Uhuru Kenyatta, qui est poursuivi par la Cour pénale internationale à un certain moment, ça ne l'a pas empêché. Donc, il n'est plus parce que les poursuites ont été arrêtées. Ça ne l'a pas empêché de voyager partout dans le monde parce qu'il estimait qu'il n'avait rien à voir à cela. Donc maintenant, si vous estimez être innocent, je ne vois pas la raison pour laquelle vous devez choisir d'aller vous confiner dans un pays. On peut s'interroger sur celui qui valide l'innocence.
Non, mais je veux dire, c'est la justice parce que le principe de la justice, c'est que la justice est équitable. C'est pourquoi le symbole de la justice, c'est la balance. Ça veut tout simplement dire qu'en réalité, la justice n'a pas a priori de parti pris. Voilà, donc, on a vu devant la Cour pénale internationale, il y a des justiciables devant la Cour pénale internationale qui sont présentés volontairement sans attendre d'être arrêtés. Et ils ont été acquittés. Donc, si M. Hissène Habré estime qu'il n'a rien fait du tout, je ne vois pas la raison pour laquelle non seulement il va choisir d'aller se réfugier dans un pays pendant des années, sans plus partir de ce pays-là, ne serait-ce que pour des voyages occasionnels. Et je ne vois pas aussi pourquoi pendant le procès, il choisit de se taire. Alors, parlons du Sénégal justement, parce que c'est le Sénégal qui a accueilli ce procès qui se veut historique sur le continent africain. Un ex-chef d'État tchadien qui est jugé au Sénégal. Alors, quelle est la place du Sénégal? Le Sénégal sort-il grandi d'avoir accueilli, abrité sur son sol ce procès historique, ne fût-ce que sur le plan symbolique? Vous savez, l'une des institutions qui fait la force d'une démocratie, c'est la justice. Vous voyez, si vous avez une justice équitable, c'est que vous avez une bonne démocratie. Et je pense que le Sénégal est en train de rentrer dans cette dynamique-là. C'est-à-dire, c'est un pays qui a compris qu'on ne peut pas parler de démocratie sans justice. Et ça donne aussi au Sénégal une image positive sur le plan international. Voilà, une image positive parce que le Sénégal va certainement en tirer des fruits sur le plan de la diplomatie, sur le plan des échanges, voilà, sur le plan même de la politique extérieure du Sénégal. Le Sénégal sera beaucoup plus crédible. Ça, on ne peut pas contester ça. Oui, non, on ne peut pas contester ça. Mais je dis aussi, il faut louer le courage de l'État sénégalais et surtout de Macky Sall parce que parler seulement de l'État sénégalais, ce serait mettre tous les dirigeants qui sont succédés au Sénégal depuis un certain nombre d'années sous le même pied. Victoire diplomatique pour Macky Sall. Oui, c'est une victoire diplomatique parce que pendant des années, Abdoulaye Wade s'était opposé à ce que Hissène Habré soit jugé sur son sol. À un certain moment, il voulait même l'extrader en Belgique. Et c'est les chefs d'État de l'Union africaine qui avaient pris sur eux de faire tenir ce procès, de financer. Il avait même dit que le Sénégal n'a pas les moyens de financer ce procès-là, qui, il faut le reconnaître, est très coûteux. Bon, l'Union africaine a décidé de financer en concours avec l'Union européenne. Le procès s'est finalement tenu quand Macky Sall a pris le pouvoir. Donc ça, il faut le dire. Je pense que Macky Sall est en train de démontrer qu'il a, bon, en dépit de quelques contestations qu'on peut bien lui faire dans la façon de traiter certains de ses opposants qu'il a aussi envoyés en prison. Donc je pense qu'il est quand même en train de montrer que, bon, aucune démocratie n'est parfaite, mais il est en train de montrer que le Sénégal est un pays démocratique. Maître Désiré Sikati, est-ce que depuis le 30 mai 2016, date de la condamnation d'Hissène Habré à perpétuité, on peut estimer que l'Union africaine est en train d'engager résolument sa marche vers la sortie de la CPI? On sait très bien que le président en exercice, Idriss Déby, l'avait clairement indiqué qu'il faut aujourd'hui que le Cameroun, que l'Afrique, le continent africain, que l'Union africaine, que l'Afrique sorte de la CPI. Est-ce que depuis le 30 mai, avec ce procès rendu sur le sol africain d'un ex-État africain, l'Afrique est véritablement, avec Idriss Déby, en train de progresser vers notamment une possibilité, pourquoi aujourd'hui renforcée par ce procès-là, de se retirer de la CPI? Est-ce que l'Afrique n'a pas marqué un point? Marquer un point, je ne crois pas, parce que vous savez, les experts de la justice pénale internationale ne sont pas des... Ils ne sont pas des enfants de la dernière pluie. Ils savent très bien que pour que l'Afrique marque un point en matière de justice pénale internationale, il faut que plusieurs procès de cette envergure-là se déroulent. Vous savez très bien que beaucoup de criminels de guerre, beaucoup d'auteurs de viols collectifs, d'auteurs d'exactions contre les droits des peuples sont ici chez nous en Afrique. Donc pour rendre crédible notre système judiciaire, si tant il est vrai que ça existe, notre système judiciaire pénal africain, il faut engager plusieurs procès contre toutes les personnes qui ont été suspectées de ce genre d'actes-là. Même au pouvoir? Oui, même au pouvoir, parce que justement, la plupart de ces gens-là sont au pouvoir. Tout à l'heure, je vous ai cité toute une pléthore. Voilà, donc je pense que les anciens chefs d'État comme Mengistu, qui après avoir commis des exactions sur leur peuple, ont été chassés du pouvoir et se réfugient quelque part sans être poursuivis, ne sont pas nombreux. Voilà, beaucoup d'entre eux, comme les Bokassa aujourd'hui, sont plus vivants, mais la plupart de tous ceux qui maltraitent les peuples africains au quotidien, ils sont encore au pouvoir. Je pense qu'il faut en mettre sur pied un système de poursuite contre ces personnes. Et tant qu'il n'y a pas
une véritable cour pénale africaine, habilitée à ne juger que le même type d'infraction que la Cour pénale internationale, c'est-à-dire les crimes de génocide, les crimes de guerre, voilà, les crimes contre l'humanité. On ne sera pas sorti de l'auberge et personne dans le monde ne va considérer que bon, l'Afrique a désormais un système pénal africain capable d'amener la Cour pénale internationale à considérer que désormais ceux qui sont poursuivis dans ce cadre en Afrique peuvent être poursuivis sur le sol africain. En parlant justement de poursuivre ceux qui sont encore au pouvoir aujourd'hui, est-ce que dans l'affaire Hissène Habré, on sait très bien qu'il a dirigé le Tchad entre 1982 et 1990. À ce moment-là, il a été aidé par les Français et aussi par les États-Unis, mais surtout il avait comme chef d'état-major Idriss Déby Itno. Est-ce qu'il aurait fallu, pour rendre beaucoup plus crédible ce procès, que l'on puisse établir aussi, situer la responsabilité d'Idriss Déby dans ce procès? Voilà, vous voyez qu'on revient pratiquement à ce qui me semble que nous avons dit à l'entame de cette émission, c'est-à-dire qu'en fait, il s'est agi beaucoup plus pour un ensemble de chefs d'État africains, du moins des chefs d'État majoritaires au niveau de l'Union africaine, de dessaisir la Belgique du dossier Hissène Habré parce que en laissant le précédent Hissène Habré, il aurait pu arriver que d'autres chefs d'État se voient poursuivis ailleurs qu'en Afrique. Et vous savez très bien que sous d'autres cieux, il n'aurait pas la même liberté de manipulation, de manœuvre qu'en Afrique. Vous voyez, donc, si le cas Hissène Habré était un véritable procès équitable, je pense qu'on aurait engagé des poursuites pas contre lui seul. Hissène Habré est certes l'auteur intellectuel, mais nous savons très bien que ce n'est pas lui qui va sur le terrain pour commettre les exactions. Ce n'est pas lui qui va commettre les viols collectifs. Ce n'est pas lui qui va assassiner les gens. Ou alors, voilà, donc, on attend que le président qui est au pouvoir puisse être déchu, chassé comme Déby l'a fait. Justement, si on attend que le président qui est au pouvoir puisse être déchu pour engager ce genre de poursuite, ça veut dire que pendant qu'il est au pouvoir, il est en train de tirer les manettes pour se conférer une certaine immunité. Et à partir de ce moment, on ne peut plus considérer que l'Afrique est en train de faire la preuve de ce qu'une véritable justice pénale africaine est véritablement née. Alors, on parlait tout à l'heure d'établir la responsabilité des pays qui l'ont aidé, hein, qui ont été ses soutiens quand il gouvernait entre 82 et 90. On a évoqué la France, les États-Unis. On n'a pas pu aussi établir leur responsabilité. C'est bien que ça rentre dans tout ce que vous décriviez tout à l'heure. Alors, bon, peut-être la seule précision qu'il faudrait peut-être faire avec les rapports que Hissène Habré avait avec la France, l'Angleterre, les États-Unis, c'est que bon, c'était des puissances qui lui vendaient des armes. Voilà, bon, maintenant, quand vous achetez des armes, je ne pense pas que l'État qui vous vend les armes pour que vous tuez votre peuple. Et si vous utilisez les armes, voilà, si vous utilisez les armes contre votre peuple, on ne peut pas dire que vous êtes co-responsable, que ces États-là, déjà, ces États sont co-responsables avec vous. Donc, je pense tout simplement que les armes ont été vendues à Hissène Habré par les Américains, comme ils en vendent également à la Corée du Sud. Maintenant, est-ce que les dirigeants sud-coréens utilisent les armes achetées aux États-Unis pour massacrer leur peuple? Je ne pense pas. Alors, je reviens sur la question. Hissène Habré, l'ex-chef d'État tchadien, durant son procès qui a duré, qui a pris 6 mois, a opté pour stratégie de défense de ne rien dire. Je cite, hein, il a décrédibilisé la Cour. Je cite, abat les traîtres, à l'Arba. Malheureusement, quand c'est fort, on pense à appeler Dieu. Hein. Vive le Tchad, tribunal impérialiste et colonialiste. D'après vous, il avait compris que le dé était jeté, le sort était scellé. Mais je pense que Hissène Habré, quel que soit le lieu où ce procès aurait pu se dérouler, je ne suis pas sûr qu'il se serait défendu parce que tous les faits étaient contre lui, toutes les preuves étaient contre lui, voyez-vous. Mais il s'est réfugié d'ailleurs au Sénégal parce qu'il avait trouvé en le Sénégal un pays où beaucoup de gens, il avait des soutiens, voilà, il avait de l'argent, il a acheté le silence de beaucoup de Sénégalais, d'une classe dirigeante sénégalaise de l'époque. Même si le procès s'était déroulé en Belgique, je pense qu'il aurait tenu le même langage. Il aurait dit non, c'est un procès engagé par les anciennes puissances coloniales et pour justifier sa condamnation. Donc maintenant, je pense que même quand il était président du Tchad, le Tchad était un pays qui avait un système judiciaire. Voilà, donc, et Hissène Habré, je ne suis pas étonné. Il a poursuivi des gens, il a fait poursuivre des gens devant la justice tchadienne. Ça veut tout simplement dire que lui-même considérait que personne n'est au-dessus des lois. Voilà, donc maintenant, refuser de se faire juger, soi-disant parce que la justice serait aux ordres des impérialistes, je ne pense pas que ce soit la meilleure posture. Alors, est-ce qu'on ne peut pas aussi voir dans ce procès comme un effet boomerang? C'est-à-dire qu'à partir du moment où on juge un ex-chef d'État africain, ça peut aussi amener ceux qui sont au pouvoir à s'interroger, à se dire on ne voudrait pas subir le même sort que Hissène Habré et donc il faudra tout faire pour rester au pouvoir ou alors mourir au pouvoir tel que cela se vit aujourd'hui sur le continent africain avec des présidents qui ont 15 ans, 20 ans, 30 ans au pouvoir. Est-ce que cela ne peut pas renforcer cette thèse-là aussi?
Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que le procès Hissène Habré est un gros montage. C'est un gros montage parce que tous les chefs d'État dont vous parlez, c'est-à-dire ceux qui pourraient être inquiets, c'est eux qui sont derrière. C'est eux qui ont décidé de monter ce procès juste pour empêcher à l'Occident de continuer de réclamer des dirigeants africains pour des actes posés sur le sol africain. Voilà la réalité, c'est la raison d'être de ce procès. Ils ont réussi. Oui, mais ils ont réussi parce que, avec le cas Hissène Habré, demain, lorsque la justice pénale va s'intéresser à un autre chef d'État africain, qu'il soit un chef d'État en exercice ou un chef d'État passé, eh bien, on va lui dire les pays africains sont capables de juger leurs dirigeants. C'est ça le vrai problème. Et maintenant, à partir du moment où, parce que je vous ai expliqué tout à l'heure que tant qu'il n'y a pas une justice pénale africaine permanente, on ne pourra jamais dire que l'Afrique a pris la résolution de lutter sur son sol contre l'impunité des chefs d'État en exercice ou bien des anciens chefs d'État. Parce qu'on ne peut pas se fier à un seul cas pour dire que désormais l'Afrique est rentrée dans la dynamique de l'impunité. Attendons de voir. Il y a plusieurs sommets de l'Union africaine qui vont se dérouler dans les prochaines années. Attendons de voir si les chefs d'État africains vont tirer les conclusions en créant une cour pénale. Vous pensez, l'Union africaine a en son sein des commissions qui sont spécialisées en matière de l'homme, en matière de droits de l'homme. Une cour africaine des droits de l'homme. Pourquoi ne pas créer une cour pénale africaine? Eh bien, il faut créer une cour pénale africaine. La seule façon de faire comprendre aux chefs d'État en exercice qui ne sont pas au-dessus des lois, eh bien, c'est de mettre sur pied cette cour pénale permanente, africaine, et de lui conférer des compétences de jugement des actes posés par des chefs d'État en exercice. Ça, c'est très important. Mais ça, je suis sûr que les chefs d'État africains auront du mal à l'autoriser, tout simplement parce qu'ils savent que ça va se retourner contre eux. Sinon, expliquez-moi pourquoi, lorsque le secrétaire général, lorsque le président de la Commission de l'Union africaine décide, par exemple, que l'Union africaine pourrait intervenir au Burundi, expliquez-moi pourquoi, lors du récent sommet de l'Union africaine, les chefs d'État ont décidé que intervenir en Burundi serait remettre en cause l'autonomie de la souveraineté du Burundi. Oui. Alors, tout simplement parce qu'ils se disent que, mais attendez, si on commence par le Burundi, où il est avéré qu'il y a des cas de violation des droits de l'homme, d'exercice patente, eh bien, si l'Union africaine intervient pour rétablir, pour faire respecter les vies des populations, les droits de population, ce qui serait louable, eh bien, ça ne va pas se limiter au Kenya, au Burundi, parce que demain, s'il y en a un cas similaire dans un autre pays, il va bien falloir... Et voilà. Et ils se sont rendus compte qu'en réalité, ils étaient en train de créer un précédent qui pourrait les retourner dessus. Alors, Maître Désiré Sikati, on sort de ce programme, conversation sur CAMNews 24, avec la condamnation à perpétuité de l'ex-chef d'État tchadien qui a gouverné son pays entre 1982 et 1990, condamné pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité, viol, torture et autres. Alors, que retenir finalement de ce procès, au-delà de tout ce qu'on peut dire, au-delà du triomphalisme affiché par certains, de la relativité ou du relativisme affiché par d'autres, que retenir finalement au sortir de ce procès? Bon, en fait, chacun voudra bien retenir ce qu'il veut retenir, mais moi ce que je retiens, c'est que le procès Hissène Habré, c'est un cas isolé. C'est un cas isolé qui ne peut pas m'amener à conclure que désormais l'impunité est terminée. Mais encourageant aussi. Hein. Oui, bon, peut-être encourageant, peut-être, mais... il y a encore beaucoup à faire. Oui, le chemin, il est encore long. Le chemin, il est encore long. Et je pense que ce chemin-là, il ne peut pas être couvert par les membres de l'Union, par nombre des membres de l'Union africaine, les dirigeants des pays de l'Union africaine actuelle, parce que nombre sont des dictateurs. Vous voyez, nombre sont des dictateurs. Et je ne vois pas ces gens-là, ces dictateurs, en train de favoriser le vote des résolutions qui seraient susceptibles de les priver de leur liberté demain. Donc je pense que l'Afrique a besoin d'une nouvelle classe dirigeante, déjà une nouvelle classe dirigeante et émergente sur le plan, dans les pays, je veux dire par exemple sur le plan national, dans chaque pays, parce que c'est les nouveaux dirigeants qui ont une autre vision de la démocratie, qui respectent les valeurs de l'humanité, notamment le droit à la liberté d'expression, les libertés politiques. C'est ces dirigeants-là qui demain pourront s'asseoir pour dire, eh bien, nous allons créer une véritable cour pénale africaine, parce qu'ils sauront qu'ils partagent les mêmes valeurs. Mais si vous avez au sein de la même organisation des chefs d'État qui sont les défenseurs des valeurs universelles, des droits de l'homme universels tels que Macky Sall, et qu'à côté vous avez des messieurs comme Idriss Déby, eh bien j'ai peur, et Idriss Déby n'est pas seul, plusieurs dictateurs de sa trempe, ils sont également membres, dirigeants des pays membres de l'Union africaine, eh bien j'ai bien peur que bon, le procès Hissène Habré ne soit qu'un cas isolé,
et que d'ici peut-être 2 ans, qu'on soit là en train de les chanter, parce que, voyez-vous, j'ai cité tout à l'heure, il y a des crimes de guerre, il y a des réservoirs des preuves de crimes de guerre qui ont été commis dans d'autres pays. Voilà, je vous ai cité la Côte d'Ivoire avec Dieucoué, le massacre de Dieucoué. Au Burundi, ça se produit au quotidien. Et je vous ai parlé également du massacre du Pôle avec le Congo. Donc je pense qu'il y a plusieurs cas comme ça en Afrique. Et déjà, si vous allez même au niveau de la Cour pénale internationale, vous verrez qu'il y a plusieurs dossiers qui ont été ouverts contre même le cas de Dieucoué. Et à la Cour pénale s'en est saisi. Mais le seul problème, c'est que malgré cette saisine-là, les conséquences attendues par les gens ne sont pas, c'est pas ce qui arrive. Ça veut dire les poursuites engagées contre les dirigeants actuels de la Côte d'Ivoire ainsi que leurs proches. C'est pas ce qui arrive. Donc je pense que si les dirigeants africains créent une véritable cour pénale permanente africaine et que cette cour-là soit compétente pour juger les chefs d'État en exercice, à ce moment, on pourra dire qu'il y a une avancée. Et l'autre chose, c'est quoi? L'autre chose, c'est qu'après avoir créé cela, il faudrait également s'arranger pour que les dirigeants, que ça se passe exactement comme à la cour pénale. C'est-à-dire, par exemple, que les responsables les plus importants soient élus. Voilà, madame, monsieur, c'était Conversation sur CAMNews 24 consacrée à l'ex-chef d'État tchadien, Hissène Habré, jugé, condamné à perpétuité pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et viol pendant son exercice entre 1982 et 1990 au Tchad. Comme invité, Maître Désiré Sikati, avocat au barreau du Cameroun, conseiller en propriété agréé par l'OAPI, l'Organisation africaine pour la propriété intellectuelle, agent de joueurs FIFA licencié. Maître Désiré Sikati, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité et bonne journée à tous ceux qui nous ont regardés. C'est la fin de ce programme. Au revoir.